Nous sommes entreprise à mission et nous voulons lutter contre toute forme de discrimination. Comment vous les voyez, nos entrepreneurs français? Ils sont forts. Le digital est omniprésent dans nos vies aujourd'hui. On est dans une période, on va pas se mentir, qui est un peu troublée. J'ai quand même la chance de présider le 5e groupe bancaire français. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dixit, ravi de vous retrouver en plateau. Aujourd'hui, vous le savez, le monde est devenu assez incertain. À l'international comme à l'intérieur du pays, nos entrepreneurs se demandent sur quel pied danser. Et aujourd'hui, on a une grande chance. Parce qu'on a un banquier, pas n'importe lequel. Daniel Ball, c'est le président du CIC et du Crédit Mutuel. Avec lui, on va lui poser toutes les questions que vous pouvez vous poser, entrepreneur et même particulier, pourquoi pas. Et c'est tout de suite dans TikTok. Bonjour Daniel. Bonjour Olivier. Merci d'avoir accepté notre interview. Ça fait plaisir parce que c'est vrai, on reçoit jamais de banquier, j'ai envie de dire, plus. Là, vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Merci encore d'avoir... Je sais pas accepté. si je suis un banquier plus. Hein. je suis un banquier mutualiste, coopératif. J'ai évidemment une longue carrière derrière moi dans la banque. Et notamment, puisqu'on parlera beaucoup d'entreprises, j'ai été chargé d'affaires entreprises. Donc, j'ai pendant de longues années été au quotidien dans les entreprises, au contact des chefs d'entreprise. C'est ce qu'on appelle l'économie réelle, ce qui fait tourner le pays. Bien sûr. Avant ça, si vous me permettez, je le fais pour tous mes invités, parce que ça raconte beaucoup de la personnalité. J'aimerais qu'on revienne avec vous quelques secondes sur l'enfant, l'ado que vous avez été, et la part qui reste du petit Daniel encore aujourd'hui, et de cette singularité, peut-être que vous êtes dans vos affaires. Enfant, adolescent, j'avais toujours une passion pour l'actualité, pour le sport. Je reste aujourd'hui un passionné de l'actualité, je reste passionné par le sport. Addict à l'actu comme beaucoup d'entre nous. Oui. France Info, dès que je me lève le matin, oui, c'est comme ça. Et puis surtout, j'étais sportif, coureur cycliste, gagneur. Seule la victoire compte. Et aujourd'hui encore, je me retrouve bien dans ça. Il vaut mieux être le premier qu'être le deuxième. Parce que finalement, quand on est le deuxième, on va vite vers les dernières places. Donc j'ai gardé ça. Et puis, j'ai très jeune eu le sens des responsabilités. Bureau des élèves, choses comme ça. Exactement. Bien sûr. Délégué de classe, quasiment pendant toute la durée de mes études. Bon élève? Moyen. Pas forcément très bon élève, parce que j'étais un peu anticonformiste et j'avais envie de voir aussi ce qui se passe en dehors de l'école, mais en même temps très engagé comme délégué de classe. Ensuite comme président de l'association d'étudiants. Voilà. Au service de l'autre quand même. Je crois, oui, mais aussi dans le sens de la responsabilité. Puis sans doute aussi avec une idée d'être un leader. Et ça m'a beaucoup aidé dans toute ma vie. Dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie d'une manière générale, puisque j'ai été pendant longtemps un dirigeant associatif. J'ai été président d'une fédération sportive nationale, la Fédération française de cyclisme. Et aujourd'hui, j'ai la chance, parce que je peux dire que c'est une chance. Sans doute, tout le monde me dit que j'ai beaucoup bossé, que je me suis beaucoup donné, que je me suis beaucoup engagé. J'ai quand même la chance de présider le 5e groupe bancaire français. Et pas les moindres, on va en parler, effectivement. Une rencontre, un élément marquant de votre parcours, de votre vie, qui ont été, j'aime pas trop cet anglicisme, mais là je suis obligé de dire, un peu game changer, quelqu'un que vous avez entendu, que vous avez rencontré, et qui vous a fait changer. Dès le début de ma vie professionnelle, mon premier chef de service. Ah ouais, ok. Il s'appelle René Vangel, et nous sommes amis aujourd'hui encore, et nous travaillons encore ensemble aujourd'hui, même s'il a entre-temps pris sa retraite. Je lui ai confié la responsabilité d'être président du conseil de surveillance de notre filiale allemande Targo Bank. Très vite, il m'a appris ce qu'est la banque, parce qu'en fait, je savais pas trop. Il m'a appris ce qu'est la rigueur. Il m'a appris ce que c'est le travail bien fait. Et tout ça, je m'en sers encore aujourd'hui. Donc, dès que je suis rentré dans la vie professionnelle, j'ai eu un exemple. Et c'est bien, je crois, d'avoir un exemple. Certains me disent aujourd'hui qu'ils prennent souvent exemple sur moi, ça me fait beaucoup plaisir de l'entendre, même si évidemment aujourd'hui je suis sans doute très différent du jeune collaborateur que j'étais au début de ma carrière à la fin des années 70. On a beaucoup de chance et on les remercie d'ailleurs, beaucoup de chefs d'entreprise regardent cette émission, beaucoup de décideurs, beaucoup de politiques également.
comme je le disais en intro, on est dans une période, on va pas se mentir, qui est un peu troublée, un peu troublante quelque part. Oui, certainement. Beaucoup de nos amis chefs d'entreprise ne savent plus trop sur quel pied danser. On est entre la résilience, l'attentisme et tout ça. De votre fenêtre, Daniel Ball, comment vous les voyez, nos entrepreneurs français? D'abord, je suis complètement d'accord, on est dans un monde qui change profondément, que ce soit sur l'aspect de la géopolitique ou que ce soit sur l'aspect tout simplement de la relation sociale que l'on peut avoir. Les chefs d'entreprise, ils sont forts. Ouais. Ils sont d'abord forts. Je trouve aujourd'hui que les entreprises françaises ont une résilience qui est tout à fait remarquable. Rien n'est facile aujourd'hui pour un chef d'entreprise, entre les contraintes administratives, entre les normes, entre les changements de règles, entre la fiscalité qui évolue, malheureusement pas toujours dans le bon sens. Et ils savent mener leur entreprise. Parce que le contexte économique n'est quand même pas génial. Non. Hein, on a une croissance qui est présente, mais qui reste quand même atone. Ouais. Et surtout, on est dans ce contexte d'incertitude. Depuis notamment juin 2024, Ouais. l'incertitude qui pèse sur notre pays notamment n'est pas un élément qui favorise la marche des affaires. Ajoutez à ça le contexte européen, le contexte international, beaucoup d'inquiétudes, et malgré tout, on a encore beaucoup d'entrepreneurs au sens propre du terme qui ont comme priorité d'entreprendre. De faire bouger les lignes, de faire bouger la nation. Vous dites vous-même que c'est un pôle de stabilité pour le pays. Oui, oui, l'entreprise est un pôle de stabilité, et je le compare notamment aux problèmes qu'on peut avoir en France. On a vu quand même des débats assez surnaturels, notamment à l'Assemblée nationale, Ouais. ou même le débat public d'une manière générale, qui parfois part dans tous les sens et sans être conscient des réalités. L'entreprise est un pôle de stabilité, lorsque je dis ça, dans le sens d'un pôle dans lequel on a des relations. Il y a le patron, il y a les salariés, et puis aujourd'hui, dans la grande majorité des entreprises françaises, il y a une cohésion au sein d'une entreprise. Il y a un esprit d'équipe Ouais. qui existe, et cet esprit d'équipe permet effectivement d'affronter les défis et de les affronter souvent avec beaucoup de succès. Le temps où il y avait le patron d'une part, les salariés d'autre part, je crois qu'il est complètement révolu. Aujourd'hui, c'est un endroit où il y a du consensus, le consensus pour aller faire progresser l'entreprise et pour faire progresser les femmes et les hommes de cette entreprise. Exactement. Bon, vous avez la chance de voir beaucoup d'entreprises dans vos bureaux, dans vos banques. Quel est le premier truc qui remonte à vos oreilles? Aujourd'hui, ils souffrent le plus de quoi? C'est juste l'instabilité? Oui, franchement, aujourd'hui, ce qui gêne le plus les dirigeants d'entreprise, c'est le contexte d'instabilité. On ne sait jamais de quoi le lendemain est fait, mais aujourd'hui, particulièrement. c'est encore tout particulièrement vrai. Qui souffre le plus, selon vous, aujourd'hui? Les petites boîtes, les PME, les ETI, les grandes boîtes? Bon, la majorité des entreprises ne souffrent pas. Oui, il faut le rappeler, vous avez raison. On va quand même juste dire ça. Ouais. Après, il y a des entreprises qui ont plus de difficultés. Bon, je pense notamment à toutes celles qui sont exposées à des produits à acheter à l'étranger, à l'évolution des prix de l'énergie. À un moment, ça a vraiment été... Ouais, nos amis les boulangers, on regarde qui est très... Ouais. Après, il y a un certain nombre de secteurs d'activité. Je pense notamment à tout le retail qui souffre quand même pas mal. La restauration qui souffre encore. Et puis, d'une manière générale, les entreprises qui ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de chefs d'entreprise me dire « je ne trouve pas les salariés que je voudrais embaucher ». Et soit parce qu'ils ne sont pas qualifiés, et ça, c'est un problème vraiment à traiter au niveau de la nation, soit parce que ils n'ont pas envie de s'engager comme moi je voudrais qu'on s'engage. Et c'est vrai qu'un chef d'entreprise s'est engagé, il aime bien avoir de l'engagement chez les collaborateurs. Je discutais hier avec, pas plus tard qu'hier, avec un chef d'entreprise qui me disait, j'ai rencontré des gens formidables, mais tout de suite il me disait, mais il n'est pas question de travailler le soir et le week-end. Le rapport au travail a changé. Oui, le rapport au travail a changé. Bien entendu, il ne s'agit pas de travailler systématiquement le soir, il ne s'agit pas de travailler systématiquement le week-end, mais d'emblée, quand je vois que je suis candidat dans une entreprise, et je veux dire, mais attendez, jamais le soir et jamais le week-end. Bon, je veux dire, bien sûr, je comprends parfaitement, et c'est tout à fait légitime, qu'on veuille trouver un bon équilibre de vie entre sa vie personnelle, sa vie... le sens qu'on met au travail. Mais, malgré tout, le travail signifie parfois un certain nombre de contraintes, et
Bah, ça fait assez longtemps que je suis dans la vie professionnelle. J'ai connu ces contraintes, mais je les ai chaque fois affrontées. Et c'est peut-être ce qui m'a permis d'évoluer. Ouais. Je le disais tout à l'heure, vous êtes pour le Crédit Mutuel une banque mutualiste, avec tout ce que ça comporte. Je voulais savoir, pour un entrepreneur qui engagerait un pari long, risqué, qu'est-ce que ça change pour lui d'être dans ce modèle mutualiste? Je crois que nous savons mieux comprendre que d'autres ce qu'est le temps long. D'une manière générale, nous nous inscrivons dans une stratégie de temps long. Ça a toujours été le cas au Crédit Mutuel, banque coopérative et mutualiste. Aujourd'hui, entreprise à mission, ce que nous décidons, nous voulons avoir un impact plus tard. Et un chef d'entreprise qui a un projet qui ne se matérialise pas tout de suite par une augmentation conséquente de ses résultats, je crois qu'on a une meilleure compréhension de ces chefs d'entreprise que ne pourraient l'avoir d'autres entreprises qui elles-mêmes ont comme indicateur les résultats immédiats, le cours de bourse et tout ça. D'accord. Donc, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, au-delà des chiffres, l'humain compte? C'est un peu ce qu'on a reproché beaucoup aux banques, à un moment donné, de dire « il n'y a pas d'humain là-dedans, il n'y a rien ». Non, mais il n'est pas possible de regarder le dossier d'une entreprise sans regarder les femmes et les hommes. Le dirigeant, l'équipe dirigeante, mais également la relation que les dirigeants ont avec les salariés. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été pendant longtemps chargé d'affaires entreprise. Je n'imaginais pas traiter un dossier de crédit, donner un accord de crédit sans être allé sur place, sans avoir senti l'entreprise, sans avoir eu un vrai échange avec le chef d'entreprise. Oui, nos chargés d'affaires le font toujours. On ne peut connaître une entreprise, bien entendu. On a les bilans, on a les chiffres, on a toutes les études statistiques qu'on veut, on connaît les parts de marché. Mais la connaissance intime de l'entreprise, en ayant des échanges avec les dirigeants, le chef d'entreprise, le directeur financier, c'est fondamental si on veut avoir une bonne appréciation. Et quand je parle du chef d'entreprise, je parle également de l'ingénieur, de celui qui va apporter les idées. C'est très important d'échanger avec eux. Et en plus, c'est tellement formidable d'avoir ce type d'échange. Ouais, c'est ce que je dis en recevant des gens comme vous d'ailleurs, c'est une certaine forme de vie par procuration. Oui, certainement, oui. Et on voit d'ailleurs que le banquier 2.0, parce que la profession a pas mal changé, d'ailleurs, elle a pas mal évolué. On voit qu'il est un peu comme nos amis, d'ailleurs, experts comptables, il devient un peu copilote de la boîte. Il a cette relation de proximité avec son chef d'entreprise. Il est là pour aussi l'aider à naviguer et pas seulement lui dire quand il y a 2 € de découvert. Oui, le digital est omniprésent dans nos vies aujourd'hui. Mais ce qui compte derrière, c'est quand même la relation humaine. Les valeurs importent peut-être pas autant, mais que le projet et les chiffres? Oui, bien entendu. Les valeurs sont très importantes. Je veux dire, quand on a un entretien avec un chef d'entreprise, parfois il y a des questions qu'on a envie de poser. Il faut les poser. Et là, on voit aussi le degré de transparence que peut avoir le chef d'entreprise. Et lorsqu'il a un projet, il faut qu'il nous dise tout pour qu'on puisse effectivement prendre en bonne connaissance de cause notre décision. Il y a encore, j'ai eu une carrière un peu vieille maintenant dans l'immobilier. Vous savez, dans ce métier-là, il y avait une certaine forme de défiance par rapport à cette profession. L'agent immobilier, c'était un gars qu'on n'aimait pas vraiment, on savait pas trop, il était un peu entre le vendeur et l'acheteur. Est-ce que il y a ce genre de relation avec le banquier où ça évolue dans le bon sens? Non, tous ces intervenants contribuent à la chaîne de valeur. Et des intermédiaires, on en a besoin. Le banquier, il a besoin de pouvoir échanger avec l'entreprise, il a besoin de pouvoir échanger avec l'expert comptable, voire avec le commissaire aux comptes. Ce sont que des échanges bénéfiques, parce que meilleure est la connaissance du client, meilleur est le conseil qui peut être apporté ensuite. On va rentrer dans un truc un peu pratico-pratique, parce que j'ai promis à tous les gens que j'ai dit que je vous recevais, ils m'ont dit faut lui poser cette question, faut lui poser cette question. Alors allons-y. Qu'est-ce qui vous met tout de suite, en professionnel que vous êtes, la puce à l'oreille sur un truc pas clair ou pas net dans l'explication que vous pourriez avoir avec un entrepreneur ou un client lambda? Un truc qui vous échappe. Quand je comprends pas. Ok, faut que ça soit simple. Tout simple. Ça veut dire que le pitch doit être simple. Absolument. Le pitch doit être simple et convaincant. Simple et convaincant. Deuxième question, alors c'est peut-être du fantasme.
Est-ce qu'on est tous notés? Oui, toutes les banques ont des systèmes de notation interne, ne serait-ce que pour répondre aux impératifs réglementaires qui permettent ainsi de classifier les crédits. Oui, Ouais. mais c'est pas la notation qui va être déterminante dans l'appréciation que l'on va faire d'un projet. D'accord. Donc, c'est pas éliminatoire quelque part. Si on a un client qui malheureusement depuis des années cumule les incidents de paiement, en est à son énième dépôt de bilan, si là Oui, ça va pas aider au projet. Encore que quelqu'un qui a échoué un certain nombre de fois et qui vient aujourd'hui avec le projet qui tient vraiment la route, qui a tiré les enseignements de ses échecs précédents, pourquoi pas? L'échec, normal, chacun peut avoir un échec. C'est très américain, ça, ce que vous dites, Daniel. Mais moi, je suis vraiment convaincu que on doit avoir le droit à l'échec. Mais c'est ce que je dis également en interne dans l'entreprise. Ouais. Je dis à mes cadres dirigeants, je préfère que vous tentiez quelque chose et que vous échouiez, plutôt que de ne pas tenter. Parce que l'innovation, la créativité, elle vient de là. La seule chose, quand on est en échec, il faut en tirer les enseignements. Même sur des décisions hautement stratégiques que nous pouvons prendre, il m'arrive à un moment de dire non, stop. Maintenant on arrête, on a tenté, on voit bien que c'est pas la bonne voie, donc on en tire les enseignements et on repart sur autre chose. Mais si on n'avait pas tenté, on n'aurait jamais fait cette constatation que on n'est pas dans la bonne voie. Il y a, je sais plus quel politique dit ça, c'est il y a quelques jours, il disait qu'on devrait mettre nos échecs sur les CV. Oui, pourquoi pas. Je suis pas sûr que tout le monde soit prêt à accepter que le candidat qu'on a en face de soi ait connu beaucoup d'échecs. Mais l'échec, c'est finalement très formateur. Ouais. Et c'est ainsi que l'on peut justement progresser. Alors, on va pas parler pour toutes les agences de CIC ou du Crédit Mutuel, mais en règle générale, qu'est-ce qui fait pencher du côté du ouais, pourquoi pas, au non? Bon, je crois que c'est un ensemble. Quand on a un projet, quand on a financé un projet, comme je le disais tout à l'heure, on passe beaucoup de temps à étudier le dossier. Il faut qu'il y ait une cohérence dans le plan d'affaires qui nous est proposé. D'accord. Ça, c'est tout à fait certain. Comprendre le business, on vous l'a dit. Comprendre le business. Faut également que ce soit cohérent par rapport à la taille de l'entreprise. Une entreprise qui veut progresser trop vite, on va aussi être, on va regarder, on va voir est-ce que vraiment c'est adapté. Donc je dirais que c'est un ensemble de critères. Il n'y a jamais de points, de bascule qu'on peut annoncer à l'avance. D'accord. Rien n'est figé finalement. Il faut emporter la conviction de celui qui aura à décider et qui va prendre à un moment le recul nécessaire pour prendre une saine décision. Prendre une saine décision de crédit vis-à-vis d'une entreprise, c'est essentiel parce que si on se trompe, si on refuse d'accompagner le chef d'entreprise, c'est pas bien parce qu'on l'empêche de mener à bien son projet. Et on prive la nation d'une entreprise. Absolument. Mais en même temps, prendre une décision sur un dossier qui tient pas la route, ça met le chef d'entreprise ensuite en difficulté parce qu'on ne veut jamais emmener les entreprises, les chefs d'entreprise à l'échec. Ouais. Encore une fois, j'ai promis des pratico-pratiques. Et là, je pense que celle-là, tout le monde l'attend. Aller voir son banquier, c'est pas anodin. Non, bien sûr. C'est pas anodin. Il y a une certaine fébrilité. Quand on y va, on se dit faut pas que je me rate, on met son joli costume, sa belle cravate. Ça, je pense, c'est pas nécessaire, le costume et la cravate. Par contre, que l'on connaisse bien son dossier, voilà. que l'on ait envie de vraiment partager son projet, ça, c'est important. Et que, on ait un dossier bien constitué. Il nous est tous arrivé d'avoir en face de nous des gens qui étaient absolument brillants. Et puis après, lorsqu'on regarde le dossier, on dit mais il faut quand même quelques chiffres. Moi, je suis pas fanatique des chiffres. Okay. Mais à un moment, les chiffres sont quand même importants. On peut pas tout porter par la passion et l'envie et tout ça. Non, il faut un équilibre. Mais il le faut aussi. Un chef d'entreprise qui ne serait plus passionné, ça commencerait à être mal. Et la chance que nous avons dans ce pays, c'est qu'on a énormément de chefs d'entreprise absolument passionnés. Alors là, je vais ouvrir un paragraphe. Personnellement, ça va pas vous apporter grand-chose, mais personnellement, je tiens à vous féliciter pour cette décision. Ah bon? Oui, parce que vous allez voir, parce que là, pour le coup, au-delà du business, au-delà des chiffres, au-delà de l'argent, elle change la vie des gens.
Cette décision, vous l'avez prise il n'y a pas longtemps, et on en voit encore les pubs aujourd'hui à la télé, et bravo pour ça, c'est que vous avez supprimé le questionnaire de santé pour les entrepreneurs qui ont été malades. Bon, déjà bravo, parce que c'était un peu la On a double peine. supprimé le questionnaire de santé pour tous nos clients professionnels, entrepreneurs, agriculteurs qui ont des projets d'investissement. Pour tous nos clients fidèles, c'est-à-dire qui sont clients depuis 7 ans. Donc, on leur demande plus aujourd'hui de questionnaire de santé pour l'assurance emprunteur. Donc, s'il est en parfaite bonne santé, ça change rien pour lui. Hein. Mais par contre, s'il est malade ou s'il a été malade, il a malgré tout accès au crédit. Pourquoi avons-nous fait ça? Et on l'a fait depuis 5 ans déjà pour les particuliers Clients de la banque. lors de l'acquisition de leur résidence principale. Pourquoi? Parce que nous sommes entreprise à mission et nous voulons lutter contre toute forme de discrimination. Et la discrimination sur l'état de santé est évidemment une discrimination majeure. Et par conséquent, aujourd'hui, un client fidèle qui a un projet d'investissement professionnel, qui a le projet d'acquérir sa résidence principale, on ne lui demande plus de nous dire en quel état de santé il est. Ça a permis à des personnes qui ont été malades il y a quelques années, notamment des personnes qui ont eu un cancer, qui sont en rémission, d'avoir un accès au crédit aujourd'hui, alors qu'à un moment, ce n'était quasiment plus possible, soit parce qu'ils ne pouvaient plus être assurés, soit parce que la surprime à la cotisation Rend le d'assurance projet était telle impossible. que ça rendait le projet quasiment infinançable. Comment, encore une fois, je trouve cette mesure extraordinaire. Et comment on prend ce type de décision en 2026? Parce qu'elle va à l'encontre des intérêts business. Non, elle ne va pas à l'encontre des intérêts business. Non, pas du tout. Lorsque vous êtes dans cette logique d'entreprise à mission, vous ne voulez pas de discrimination, vous travaillez là aussi sur le temps long. Le fait d'accompagner un chef d'entreprise, même s'il est malade, c'est travailler de manière très positive pour lui, pour la société. Donc, être entreprise à mission, c'est faire un certain nombre de choix. Là, on parle de la suppression du questionnaire de santé. On en a fait d'autres. On ne finance plus jamais des augmentations de capacité de production en énergie fossile. Hein, J'allais y venir, ouais. À court terme, c'est évidemment du chiffre d'affaires en moins, mais c'est des choix qu'on fait, mais ça a beaucoup de sens. Et on se réoriente vers d'autres financements. Et très vite, les équipes disent « Ah oui, ça a été la bonne décision ». On est quand même, vous en conviendrez, à la croisée des chemins en ce moment. Oui, Il y a beaucoup de barrières comme ça qui tombent. oui, bien On sûr. s'aperçoit que ce qu'on faisait avant, des plus bons, c'est doit être passionnant d'être le patron d'une grande banque à ce moment précis de la vie. Ah oui, c'est passionnant tous les jours parce qu'on a le sentiment de pouvoir influer sur le cours des choses. Et la vie des gens. Y compris, évidemment, la vie des gens d'abord et ensuite même sur des évolutions de notre société. On parlait tout à l'heure de transition écologique. Il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger. Ok ? Il y a une vraie volonté. On essaye tous de faire un effort. Comment vous repérez, vous, le vrai du arrangé un petit peu pour faire plus jolie la mariée? Bon, je crois que les chefs d'entreprise ont compris que la transformation environnementale aujourd'hui est indispensable pour elles. Demain, il y a des marchés qui ne seront pas ouverts, qui ne seront plus ouverts à des entreprises qui n'auront pas justement fait les efforts. Ouvert le dans ce capot et domaine-là. qu'on voit. Mais souvent, l'investissement qui est vertueux sur le plan environnemental, sur le plan d'écologie, est en même temps un investissement qui est vertueux sur le plan du fonctionnement. Absolument. Lorsque vous veillez à réduire les consommations d'énergie, vous avez peut-être un investissement plus fort au début, mais ensuite, vous en avez un retour. Donc, c'est vertueux à la fois pour la planète, mais c'est aussi vertueux pour l'entreprise. Mais c'est souvent moins immédiat comme résultat. Sans doute, absolument. Et là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le temps long. C'est le cap que vous avez voulu fixer dans votre présidence, dans votre mandature, de faire attention à ces choses-là? Oui, on a vraiment dans notre plan stratégique l'ambition d'accompagner nos clients, notamment les clients entreprises, mais également les particuliers, Bien sûr. dans leur transformation environnementale. Et cela se traduit de manière très concrète par un objectif que nous avons de réduction de l'empreinte carbone de notre bilan, c'est-à-dire des financements que nous réalisons de 20% d'ici 2027. Ah oui.
C'est pas... Ah bah oui. Faut y aller, on Lorsqu'on a des objectifs, il faut les chiffrer et ensuite faut vérifier. Parce que tenir des beaux discours, on peut le faire. Plus important est de se donner de vrais objectifs et de vérifier qu'on les atteigne. Ouais. Lorsqu'on est entreprise à mission, on a des contraintes que l'on peut considérer comme fortes, que moi je considère au contraire comme une chance d'avoir à côté de nous un comité de mission qui vérifie si on est bien cohérent par rapport à nos missions et même un organisme qu'on appelle un organisme tiers indépendant qui va vérifier cela. On doit ouvrir un passage parce qu'on m'en a parlé et que c'est important et je pense plutôt aux plus âgés d'entre nous. C'est le risque cyber. Il y a pas mal de trucs qui se passent au niveau des banques. On a de plus en plus, vous savez, d'appels. On pense que c'est le conseiller et on sait. Quels sont déjà comment vous essayez ou vous tentez de lutter contre ça au Crédit Mutuel, au CIC? Alors il y a deux choses. Il y a le risque cyber et puis il y a la fraude. Ouais. Par rapport au risque cyber, évidemment, une grande banque comme la nôtre, Ça vous grande banque oblige technologique, Ouais. on a investi de manière considérable pour se prémunir. Cela étant, nous avons chaque semaine des attaques. Incroyable. Comme toutes les banques. Et puis, de temps à autre, il y a une banque qui a une petite faille qui dure parfois une demi-heure, parfois une heure, parfois une journée. Donc, personne n'est à l'abri, en dépit des moyens considérables qui sont mis en œuvre aujourd'hui. C'est des investissements qui ne sont évidemment pas productifs, mais évidemment, veiller à la poursuite de l'activité est essentiel. Donc, ça, c'est le premier Donc la sujet. cyber, en fait, c'est pas pourquoi, mais c'est quand on sera attaqué. Oui, bien sûr. Au cas, et une banque comme la nôtre, bon, évidemment, des moyens. Moi, je pense beaucoup plus à des petites entreprises. On a vu des hôpitaux attaqués. C'est juste incroyable. Quel est l'intérêt si c'est de braquer, faire la rançon. Voilà, oui. Et puis, sauf que heureusement, les rançons ne sont généralement pas payées, et ce qui est effectivement une bonne chose. Les petites entreprises peuvent également être victimes de cybercriminalité, et là, elles ont encore moins les moyens. Ensuite, il y a les sujets de fraude. Et là, effectivement, les moyens qui peuvent être mis en œuvre par ces criminels... on va rappeler, ne pas faire confiance à quelqu'un qui vous appelle, un banquier ne vous appellera jamais. On ne donne jamais ses codes, tout ça est évident, mais il y a des tentatives. Et lorsque quelqu'un se fait escroquer, parfois la banque est amenée à payer parce que vraiment le client était de bonne foi. Malgré tout, le client continue à avoir un vrai traumatisme d'avoir cédé à un escroc. On arrive presque au terme de l'entretien. Comment vous voyez les choses allez, si on se projette à 2030. 2030, la banque, qu'est-ce qu'elle aura de plus? Vers quoi elle va évoluer? On l'a vu, par exemple, l'IA a chamboulé nos vies, nos métiers, nos entreprises. J'imagine qu'elle a chamboulé également la banque. Comment vous, par exemple, au Crédit Mutuel, au CIC, vous utilisez l'IA à bon escient? Comment vous y faites attention également, peut-être? 2030, c'est demain. Ça va venir oui. très, très vite. Mais pendant ces 4 ans, il va se passer beaucoup de choses. Ouais. C'est vrai, on n'a pas encore, depuis le début de cet entretien, parlé de l'IA, et notamment de l'IA générative. Ouais. Nous l'avons pleinement intégré, et à un moment où on ne l'appelait pas encore l'IA, on appelait ça des techniques cognitives. Il y a 10 ans, nous avions déjà travaillé, notamment avec IBM, avec Watson, sur ces sujets. D'accord. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est présente au quotidien pour nos conseillers, D'accord. pour être à leur côté, pour améliorer leur capacité à apporter le bon conseil, pour améliorer leur capacité à préparer un entretien, D'accord. pour mieux pouvoir faire un compte-rendu d'entretien. Donc aujourd'hui, on a vraiment fait ce choix d'une IA qui est dans l'accompagnement, et je dis souvent, pour nous, l'IA, c'est le grand accompagnement de nos collaborateurs, mais aussi de nos clients, et certainement pas, contrairement à ce que font d'autres, le grand remplacement. Mais, IA, comme vous l'avez dit, le bateau va déjà très vite. Il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de choses. Est-ce que les professions bancaires sont inquiètes? Parce qu'on parlait un peu de valeur RH tout à l'heure. Il y a des métiers comme ça où on se dit, l'IA va faire beaucoup de choses quand même. Hein. Bien sûr, il y a une transformation des métiers. Il y a, je crois que c'était le patron de France Travail qui disait que dans les 70% des métiers de demain, on ne les connaît pas encore. Oui, c'est probable, et on sait en tout cas avec certitude que beaucoup de métiers vont se transformer. Ils vont se transformer en quoi? On revient au sujet de l'humain tout à l'heure.
Nous sommes, nous, très attachés à ce que l'IA renforce la relation avec le client. C'est dans ce sens-là que nous travaillons. Donc le métier du conseiller va évoluer. Il y aura sans doute moins de personnes qui auront des tâches purement administratives. Chronophage, oui, d'accord, ok. Mais ces métiers-là, ces collaboratrices-là, on doit les accompagner. On doit les accompagner dans la transformation de leur métier, parce que l'idée, c'est évidemment de leur permettre de continuer à évoluer. D'accord. Donc une entreprise comme la nôtre, pour cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la formation. Formation. Et les budgets de formation chez nous sont extrêmement importants, Ouais. puisqu'on est à plus de 6% de la masse salariale consacrée à la formation. C'est beaucoup. Nous croyons vraiment que la formation, et c'est pas depuis aujourd'hui qu'on a cette politique de formation, elle fait partie quasiment des gènes de notre entreprise, ça permet aux collaborateurs de continuer à évoluer, de rester dans une employabilité qui est forte, et par conséquent, in fine, d'avoir une meilleure relation avec le client et également d'augmenter les revenus de l'entreprise. Donc on s'en sert, Absolument. on la prend à bras le corps, Bien et sûr. on l'intègre dans nos process de boulot. C'est très important ce que vous venez de dire. Ce qui est important, c'est d'intégrer l'IA dans le process. Ouais. L'IA ne doit pas être quelque chose comme ça en plus, c'est l'intégrer clairement dans le process. Oui, mais je vous suis, mais c'est arrivé tellement vite. Oui, bien sûr. Il y a Mais ça va aller encore et ça très va aller vite. Mais bien sûr. il y a on a eu la chance de recevoir le chef Thierry Marx, Oui. qui a utilisé ce mot-là. Télescoper nos vies. Oui. C'est-à-dire que vous ayez travaillé sur le sujet il y a une dizaine d'années pour préparer le terrain, que vous employez beaucoup de formations là-dessus, tout ça, formidable, parce que du coup, ça met pas les gens sur le terreau. Mais il y a des professions qui ont vraiment pris le truc et clac, plein fer, quoi. Bien sûr. C'est difficile à se relever. Il n'y a pas d'anxiété chez les collaborateurs pour se dire, oh, on va tous être remplacés Je ne comme vais pas vous dire qu'aucun collaborateur n'est anxieux. Et nous, oui. Forcément, un certain nombre de collaborateurs sont interrogatifs. Notre rôle de dirigeant et le rôle de l'ensemble de mes équipes dirigeantes, c'est justement de donner confiance, mais vraiment de donner les moyens pour pouvoir utiliser ces outils de manière qui ne remettent pas en cause les fondamentaux et au contraire qui permettent de devenir de plus en plus performants. Une dernière question, presque perso, avant la fin. Le crédit immobilier, ça bouge un peu là ou pas? Actuellement, on a une demande un peu plus forte que ce qu'on a connu il y a un an. Les crédits immobiliers vont plutôt mieux, mais ce n'est pas des niveaux comme on en a connu. Connaîtra jamais. On a aujourd'hui un problème dans ce pays. Ouais. C'est qu'il n'y a plus beaucoup de mise en chantier. Il n'y a plus de logement. Oui, il manque de logement. Il n'y a plus de mise en chantier. Ouais. En fait, et les élections municipales qui vont arriver n'arrangent pas les choses. Mais dans la période de crise qu'on a connue, les promoteurs ont souvent arrêté les nouveaux programmes, ce qui fait que le besoin gigantesque de logements que nous avons, aujourd'hui, n'est absolument pas... on ne répond pas aux besoins. Et donc, il va vraiment falloir agir. Et j'espère que au-delà d'échéances électorales qui se trouvent notamment en 2027, on va de nouveau avoir dans ce pays une vraie politique d'incitation au logement. C'est un besoin essentiel pour la population. Et en plus, comme on le dit généralement, quand le bâtiment va, tout va. Ça serait un excellent moyen aussi pour relancer de manière plus forte la croissance. On n'a pas eu une présidentielle extrêmement immobilière, on va pas se cacher les choses. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Il me reste un dernier pouvoir magique à vous confier. Allez-y. Et je vous le donne avec une grande gentillesse. C'est le pouvoir magique du CTRL-Z. Vous savez, le CTRL-Z, c'est un raccourci clavier qui permet de revenir en arrière. Si je me suis trompé, je reviens en arrière. Je vais vous demander de regarder dans votre parcours un moment, vous qui connaissez maintenant la suite de l'histoire, où vous aimeriez revenir et dire « Ah, ce truc-là, je l'aurais peut-être fait différemment. » Non, je peux pas vous dire une fois parce que ça m'est arrivé tellement souvent. Ça m'est arrivé tellement souvent. Ouais. Absolument. Oui, bien sûr. C'est ça. Mais l'erreur, après, il faut juste pas persévérer dans l'erreur. Et il faut revenir. J'ai même fait à un moment, sans doute, un choix de carrière qui était pas le bon. Il n'a pas duré. Et ça m'a permis de rebondir positivement. Il faut jamais... l'erreur, elle est là. On doit juste en tirer les bons enseignements. Un dernier mot avant qu'on se quitte sur le livre que vous avez sorti en 2025. On le voit ici pour une société plus mutuelle. C'est avec Nicolas Théry. C'est aux éditions L'Aube et Ebra. Édition. Quelques mots sur ce livre.
C'est un témoignage que nous avons voulu écrire avec Nicolas Terry. Nicolas Terry était mon prédécesseur comme président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. J'étais à l'époque directeur général. Et on a travaillé ensemble de manière très étroite pendant 7 années. Et ça a été 7 années formidables. Les plus belles années de ma vie professionnelle. Ah ouais? Oui, parce qu'on avait une osmose entre le président et le directeur général qui était incroyable. Un super équilibre, une complémentarité. Voilà, une complémentarité. Et on avait envie de transformer profondément Crédit Mutuel Alliance Fédérale. On était une entreprise coopérative mutualiste qui allait bien, qui avait de vraies valeurs mutualistes. On était souvent un peu dans le mutualisme de l'incantation. Ouais. On a voulu passer dans le mutualisme de la preuve et les mesures dont on a parlé tout à l'heure, par exemple la suppression du questionnaire de santé, allaient en ce sens. Et donc là, il fallait qu'on soit extrêmement dynamique. Donc on a voulu d'abord raconter cette histoire et en plus tenir un plaidoyer pour continuer à aller en ce sens. Et aujourd'hui, avec mon équipe dirigeante, je continue à aller dans ce sens pour essayer de construire une société plus mutuelle. Une banque coopérative et mutualiste comme le Crédit Mutuel a un rôle majeur à jouer. Nous avons un rôle politique au sens noble à jouer dans ce pays et on le joue pleinement. On était ravis de vous recevoir, Daniel Ball. C'était vraiment un témoignage important et je suis ravi que Dixit ait permis de mettre tout ça en lumière parce que c'est rare de pouvoir dire, moi je le dis maintenant, il n'y a pas d'intérêt, mais je suis chez vous et c'est la première, je vous l'ai dit en antenne, c'est la première fois que je peux dire dans ma grande vie, je suis fier d'être dans cette banque-là. Je suis ravi. J'espère que beaucoup de nos clients le sont. Ouais. Et je peux vous dire que nos salariés et nos élus mutualistes qui nous entourent régulièrement nous font preuve de leur fierté. Et je vois parfois sur les réseaux sociaux des collaboratrices et des collaborateurs, sans qu'on leur demande rien, dire « je suis fier de travailler au Crédit Mutuel ». Et ça, pour un dirigeant, c'est finalement ce qu'il y a de formidable à voir. Meilleure récompense. On vous souhaite bon vent, cher Merci Daniel. beaucoup. Vous qui le regardez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Dixit. D'ici là, tâchez d'être heureux, parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.